Vous savez, la plupart des gens pensent connaître leur cerveau. Ils ont entendu parler de neurones, de synapses, peut-être même, par chance, de neuroplasticité. Ils ont regardé un documentaire sur Netflix. Ils pensent alors tout savoir. Pourtant, ils ne savent guère. Parce que la neuroscience moderne, ce que la neuroscience moderne a découvert sur le cerveau de l'enfant entre 0 et 7 ans est probablement l'une des choses les plus extraordinaires que la science ait jamais produites. Et pourtant, presque personne n'en parle. Pas vraiment, pas avec la gravité que cela mérite, à mon sens. Il y a un état cérébral, un état, un état électrique, neurologique, mesurable sur un EEG, qu'on appelle donc l'état θ. Donc, EEG, son électroencéphalogramme. Cet état, on l'appelle état θ. Les adultes les plus entraînés, les moines bouddhistes après des années de méditation, les artistes dans les moments de flow extrême les plus profonds accèdent parfois à cet état, momentanément, avec effort, avec discipline, après des années de pratique et donc d'entraînement. Mais l'enfant, figurez-vous, entre 0 et 7 ans, vit dans cet état en permanence. C'est son état de base. C'est son mode par défaut. Je parle très souvent du mode par défaut du cerveau. L'état d'hypersynchronie θ, c'est le mode par défaut de l'enfant. Ce que le moine cherche toute sa vie, l'enfant le possède en se réveillant chaque matin. Et dans cet état, le cerveau ne filtre pas, il n'évalue pas, il n'hésite pas, il l'absorbe, il connecte, il l'intègre, il crée des structures neuronales d'une densité et d'une vitesse que le cerveau adulte ne peut plus reproduire. Jamais. Mais alors, plus jamais. C'est pour ça qu'un enfant apprend sa langue maternelle, une des constructions les plus complexes qui existent dans l'univers cognitif humain, les langues. Il apprend sa langue maternelle sans cours, sans manuel, sans examen, sans notes, sans punition. Juste en la vivant. Il faut qu'on le comprenne. Juste en étant exposé à la réalité, à la langue, aux émotions, aux interactions quotidiennes. Voilà comment un enfant apprend. 3 ans. 3 ans suffisent à un enfant pour maîtriser une structure grammaticale que des linguistes mettent des années à formaliser. Et l'enfant le fait en jouant, en riant, en tombant, en se relevant. D'accord? Alors, posons-nous une question simple, une question vraiment simple. Si le cerveau de l'enfant est capable de ceci, si c'est la machine d'apprentissage la plus puissante que la nature ait jamais produite, pourquoi est-ce que ce cerveau, pourquoi est-ce qu'on lui apprend à colorier entre les lignes, à compter de 0 à 10? Pourquoi est-ce qu'on lui apprend à compter jusqu'à 5, alors qu'il pourrait apprendre la philosophie, la logique formelle, la rhétorique, les mathématiques avancées, l'histoire des civilisations, la vraie histoire, pas l'histoire racontée par le vainqueur de guerre. Parlant de guerre, on en parlera d'ailleurs dans le prochain cours. Et ne me dites pas que c'est parce qu'il n'est pas prêt. N'allez point du tout me dire cela. J'ai un fils, il a 6 ans. Il résout des systèmes d'équations à 3 inconnus. Il débat de philosophie. Il utilise des figures de rhétorique en les nommant. Il les nomme pendant qu'il les utilise. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une anomalie génétique. C'est un enfant à qui on a donné ce que tous les enfants méritent. J'ai nommé la souveraineté sur son propre esprit. Alors la vraie question n'est pas pourquoi mon fils peut faire ça. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux qui, à Simo University, sont capables de telles prouesses. La vraie question, à mon sens, c'est pourquoi les vôtres, pourquoi les autres enfants ne le font pas. Et la réponse à cette question est à la fois scientifique, philosophique
et profondément, je dis bien profondément, viscéralement politique. Parce qu'il faut comprendre une chose que l'histoire confirme et que la neuroscience explique aujourd'hui avec clarté, avec précision. Il faut vraiment qu'on en ait conscience. La suppression du potentiel de l'enfant n'est pas un accident. D'accord? Je vais essayer d'être le plus solennel possible à cette étape. La suppression du potentiel de l'enfant n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur de système, ce n'est pas une négligence collective, ce n'est pas un manque de moyens, ou encore moins un manque de connaissances. Point du tout. Il n'en est absolument rien. C'est une architecture délibérée, construite, avec des objectifs précis, avec des hommes précis, des hommes et des femmes précis, à une époque précise. Et nous allons remonter à cette époque. Nous allons remonter à cette époque ce soir. Vous verrez à quel point c'est fascinant. Mais avant de revenir à cette époque, je veux qu'on reste encore un moment dans la neuroscience, parce qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose que la plupart des conférences sur l'éducation ne mentionnent jamais. La fenêtre se referme. La fenêtre se referme. L'état θ, donc l'état d'hypersynchronie θ, cette souveraineté neurologique naturelle de l'enfant commence à céder la place aux ondes alpha, aux ondes bêta, autour de 7 ans. Le cerveau commence alors à filtrer, à évaluer, à inhiber. C'est normal, c'est le développement naturel. Le cerveau construit donc ce qu'on appelle le système inhibiteur, qui permet donc la pensée critique adulte, la concentration, le raisonnement logique et le raisonnement séquentiel. Donc c'est normal. Mais voilà le drame. Tout ce qui est un drame dans cette histoire. Il y en a plus d'un d'ailleurs. Ce que vous mettez dans le cerveau avant que cette fenêtre se ferme, si grave, différemment. D'accord? Avec une profondeur, avec une permanence, une intégration, avec une truculence que rien de ce qui vient après ne peut reproduire. Souvenez-vous-en. C'est pour ça que les langues apprises avant 7 ans sont parlées sans accent toute la vie. C'est pour cela que les musiciens formés avant l'âge de 7 ans ont une relation au son que ceux formés après ne développeront jamais complètement. C'est pour ça que les philosophes grecs, sans IRM, sans EEG, sans neurosciences, avaient quand même compris intuitivement qu'il fallait commencer l'éducation dès la naissance. Ils avaient compris. Il n'y avait pas d'IRM, donc imagerie à résonance magnétique. Regardez Platon, regardez Aristote, ces grands penseurs. Platon, Aristote, ces noms vous évoquent sans doute quelque chose. Quand j'ai parlé d'électroencéphalogramme, également d'imagerie à résonance magnétique, et également j'ai parlé des ondes θ. Donc, on va essayer d'être sur la même longueur d'onde. Ceci est central. Donc, revenons à Platon et à Aristote. Mais ces deux penseurs le savaient. Ils savaient pertinemment ceci. Et nous, avec tout notre appareil scientifique, tout notre système éducatif, tous nos ministres et nos programmes et nos réformes et nos budgets, nous avons réussi à faire moins bien que les Grecs qui n'avaient pas d'électricité. Nous avons réussi à faire moins bien que les Grecs qui n'avaient pas d'électricité. Cela vous fait rire. Mais je pense que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est certainement pas une fatalité. D'accord? La théorie de l'esprit souverain repose sur un axiome central. Il repose sur un axiome central. Un seul axiome, mais un axiome fondamental, radical. L'esprit de l'enfant n'appartient à personne.
L'esprit de l'enfant n'appartient absolument à personne, pas à l'État, pas à l'institution, pas au curriculum national, pas au ministère de l'Éducation, pas au programme de l'OCDE, pas aux experts en pédagogie. Mais alors, absolument pas. L'esprit de l'enfant est souverain dès la naissance.